Ce cas est connu sous le nom de la Maison des Horreurs, considéré comme l'un des cas les plus macabres jamais enregistrés en Allemagne. Le 21 avril 2016, en Basse-Saxe, un couple avec une voiture en panne a appelé une ambulance pour leur passager, qui était gravement malade. Leur passager, qui a été identifié comme Susanov, est malheureusement décédé 7 heures après son admission à l'hôpital Helios. L'autopsie a révélé des ecchymoses profondes et des traumatismes contondants à la tête sur son corps. Wilfried V. et sa compagne de longue date Angelika W. ont été arrêtés par la police suite à cela. Le lendemain, un mandat pour homicide involontaire a été émis par le tribunal de district de Höxter. Selon les enquêtes de la police, les blessures que Suzanne a subies se sont produites dans la maison que le couple partageait et ont révélé d'autres crimes que le couple avait commis. Angelika a donné des détails sur d'autres crimes qu'ils avaient commis, comme celui de Annika V, âgée de 33 ans, qui venait de Ursula Dinkelhausen. Selon elle, Annika avait épousé Wilfried et avait emménagé dans la maison après s'être séparée de lui à l'été 2013. À l'automne de 2014, Annika est décédée, mais le couple a choisi de congeler son corps, puis de le démembrer, de le brûler et de disperser ses cendres dans toute la ville. Ils l'ont ensuite désinscrite du bureau d'enregistrement des résidences, prétendant son déménagement à Amsterdam. Une autre victime qu'ils ont prise en otage était une femme de 51 ans de Berlin, qu'ils avaient maltraitée d'août 2011 à mars 2012. La femme a réussi à s'échapper de la maison, mais le couple l'a retrouvée avant qu'elle ne puisse partir pour Berlin. La partie tordue et choquante de cette histoire est qu'après l'avoir retrouvée, ils l'ont emmenée au commissariat de police d'Ursula pour confirmer par écrit qu'elle vivait volontairement avec eux et qu'elle n'était maltraitée d'aucune manière. Malgré le rapport, la police n'a pas donné suite, leur laissant en fait carte blanche pour agir à leur guise. Lors de fouilles supplémentaires dans la maison du couple, une collection de lettres d'adieu forcées de victimes a été récupérée. Une Angelika a fourni plus d'informations en écrivant une liste de 7 noms de victimes qu'ils avaient retenues en otage, détaillant le type de mauvais traitement qu'ils leur avaient infligé. Fin mai 2016, la police a signalé l'identification de 4 femmes maltraitées, mais le public a fourni des informations supplémentaires sur les victimes du couple. Le nombre est passé de 4 à 61 pour la période allant de 1998 à avril 2016. Ces cas ont été confirmés par de fausses lettres d'auto-accusation que les femmes auraient écrites pendant leur séjour dans la maison. En septembre 2016, Wilfried et Angelika ont été accusés de meurtre par omission. Il y avait 48 témoins lors de leur procès, et Angelika a fait des aveux détaillés. Les deux accusés se sont mutuellement accusés pendant le procès. En novembre 2017, l'expert en charge de l'aveu de culpabilité de Wilfried a été relevé de ses fonctions en raison d'une maladie prolongée repoussant continuellement les audiences du procès. Le 5 octobre 2018, le couple a été reconnu coupable, ce qui a conduit à une peine de prison de 13 ans pour Angelika, tandis que Wilfried a été condamné à 11 ans. Dans un rebondissement, la poursuite avait poussé pour une peine de prison à vie. Cependant, le tribunal a déterminé qu'une telle peine était hors de question, car Angelika avait volontairement avoué, corroborant les déclarations des témoins, et Wilfried était considéré comme un participant moins coupable en raison de sa faiblesse d'esprit. Suite à l'emprisonnement de Wilfried et Angelika, leur maison a été vendue par les propriétaires. Personne. Les nouveaux acheteurs ont choisi de cultiver illégalement du cannabis à l'intérieur. Ils ont donc été condamnés à 7 ans et demi de prison. En raison des horreurs enregistrées dans cette maison, elle était devenue un site touristique sensationnel, attirant les curieux aux grandes dames des voisins. La maison a finalement été transférée à l'État et démolie en avril 2022. Aussi les gars, si vous appréciez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner. Voyons jusqu'où nous pouvons aller cette année. Georges Sardini était l'auteur de la fusillade tristement célèbre de Bridgeville, La Fitness, qui a coûté la vie à 3 femmes et blessé 9 autres personnes. Georges consignait ses frustrations et ses rejets par les femmes sur son propre site web et même sur sa propre chaîne YouTube. Ouvrez-le. Oh, quelqu'un l'a laissé déverrouiller, ce n'est pas bon. À l'intérieur, d'accord? Georges était devenu très isolé. Incapable de trouver un partenaire, Georges exprimait ouvertement son désespoir et sa solitude. Et bien que Georges n'ait pas eu ces problèmes dans sa vie antérieure, il avait plusieurs partenaires sexuels, était financièrement à l'aise, était assez sportif et franchement ne semblait pas inattractif. Cela changerait dans les années suivantes car il est resté célibataire pendant près de 20 ans. Dans une vidéo de vlog à domicile sur YouTube, on découvre ses conditions de vie. C'est ma maison vue de la rue. Voici ma voiture. C'est un ranch en briques de 2 chambres. Ma voiture est une Altima 07. Je l'ai achetée pour 79 000 $ en 1996. C'est considéré comme beaucoup, croyez-le ou non.
Et voici ma télévision grand écran, c'est mon ordinateur. L'ordinateur est connecté à la chaîne stéréo, sur laquelle j'écoute mes MP3 et tout le reste. D'accord, le canapé et la chaise, ils vont ensemble. La femme sera vraiment impressionnée. Bien que la plupart de cela ne soit pas trop intéressant pour l'ensemble du cas, il y a une scène qui est définitivement d'importance. Bienvenue ici, Yamuchili a du matériel de lecture que nous connaissons tous. Ici, nous pouvons clairement voir un livre intitulé « Date Young Women », ce qui montre que la solitude de George l'a amené à chercher des conseils auprès d'autres pour mieux comprendre comment attirer et sortir avec des femmes. Ce désespoir a même conduit George à assister à des séminaires de rencontres. Juste autour de mon temps. D'accord, et vous les gens ne savez pas ce que cela signifie, mais c'est hey, vous voulez faire ce que je fais? Ouais, d'accord. Ouais, vous devez le descendre pour payer. George était réservé et ne parlait pas vraiment aux femmes. Gardez à l'esprit que ces séminaires sont principalement des arnaques. Vous payez des sommes exorbitantes pour y assister et on vous persuade d'investir encore plus en achetant les produits du gourou. Ils profitent d'hommes solitaires et isolés qui ne savent pas mieux. George, étant très à l'aise financièrement, était la proie parfaite. Malgré ses efforts, George n'arrivait pas à s'améliorer et se sentait plus insécurisé que jamais. C'est à ce moment-là qu'il a téléchargé sa deuxième et en même temps dernière vidéo sur YouTube intitulée « Cachez-vous de l'émotion ». Il est facile pour moi de me cacher de mes émotions pendant encore un jour. Faire une longue promenade en voiture, écouter de la musique, rêver éveillé, ou simplement faire une tâche banale à la maison qui n'a pas vraiment besoin d'être faite, ce n'est pas trop important. Et voilà, encore un jour, et un jour de plus se transforme en une année de plus. Maintenant, Radiodiffusion Système dit que j'ai peut-être environ 15 années de plus pour réussir dans ce domaine, et quand j'ai entendu ça, j'ai voulu continuer immédiatement à avancer sur ce point. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais autant de temps. Alors, donc, mon objectif est d'être réel et d'apprendre à être émotionnel et à, vous savez, être capable de me connecter émotionnellement avec les gens. Parce que quand j'ai 10 à 20 ans de plus qu'elle, vous savez, elle doit se sentir bien à propos de cette chose. Et la seule façon de contourner cela, vous savez, c'est de travailler sur cela et peut-être des exercices sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, ou des exercices de pardon comme le préconise Hey ou autre chose. Je vais publier cela et voir les retours. Ensuite, il a créé son site web pour y consigner ses sentiments. Avec chaque publication, cela se transformait en un manifeste où il partageait son plan pour se rendre dans un studio de fitness et prendre la vie d'autant de femmes que possible avant de se suicider. Je ne passerai pas en revue l'ensemble ici, mais je lirai les principales parties du tout dernier post qu'il a écrit qui dit « 3 août 2009 ». J'ai pris congé aujourd'hui, lundi et demain pour pratiquer ma routine et m'assurer qu'elle est bien peaufinée. Je dois travailler chaque détail, il n'y a qu'une seule chance. De plus, je dois être complètement immergé dans quelque chose pour réussir. Je n'ai pas bu depuis vendredi vers 2h30. Un effort total est nécessaire. Demain est un grand jour. Mon voisin, très positif et optimiste, m'a parlé aujourd'hui. Je dois rester concentré et pleinement absorbé. En janvier dernier, j'ai tenté cela mais j'ai été effrayé. Voyons comment cette nouvelle approche fonctionne. Peut-être que bientôt je verrai Dieu et Jésus. Au moins, c'est ce qu'on m'a dit. La vie éternelle ne dépend pas des œuvres. Si c'était le cas, nous serions tous damnés. Christ a payé pour chaque péché. Alors comment moi ou vous pouvons être jugés par Dieu pour un péché lorsque la peine a déjà été payée? Les gens jugent, mais peu importe. J'ai commencé à lire la Bible et l'intégrité de Dieu hier. Je les verrai bientôt, j'éviterai d'ajouter des entrées, le clic de cet ordinateur me distrait. N'importe quel document personnel laissé sur ma table basse ou dans mon sac de sport peut être publié librement. Je ne serai pas gêné parce que, je serai mort. Certains aiment étudier ce genre de sujet. Peut-être que tout cela apportera un éclairage sur pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas faire bouger les choses dans leur vie, ce qui pourrait potentiellement bénéficier à d'autres. N'oubliez pas qu'il a tenu ce blog pendant des mois, et il était évident qu'il représentait une menace pour le public. Cependant, à l'époque, Internet était moins accessible qu'aujourd'hui, et son site web avait probablement peu ou pas de trafic. Il n'est donc pas surprenant que personne n'ait signalé cela à la police. Au final, il a exécuté son plan dans le LA Fitness, prenant la vie de 3 personnes et en blessant 9 autres. Toutes les personnes blessées ont survécu.
Les plages de la mer des Salish près de Vancouver et Seattle ont été témoins de la découverte de plus de 27 pieds humains de 2007 à 2023. Les plages de la mer des Salish sont un paradis pour les chercheurs de trésors qui y trouvent de la poterie, du verre de plage et des coquillages rares. Alors, lorsque les pieds humains ont commencé à apparaître, c'était une caractéristique alarmante pour les résidents. La première découverte a été faite par une fille de 12 ans qui se promenait sur la plage de l'île de Judida en août 2007. Elle a signalé avoir vu une chaussure de course bleue et blanche qui, à l'examen plus attentif, contenait un pied humain. Une semaine après, un autre pied droit a été trouvé sur l'île de Gabriola, ne correspondant pas au premier en raison de chaussures différentes. Un officier exprimant un choc et une suspicion a dit au Vancouver Sun « Trouver un pied et comme une chance sur 1 million, mais en trouver 2 est fou. J'ai entendu parler de mauvais danseurs, mais quand même. » Alors que de plus en plus de pieds s'échouaient sur les plages, il y avait des spéculations sur la manière dont les pieds sont arrivés là, la plus courante étant que les pieds provenaient des victimes de tueurs en série, d'immigrants noyés ou de victimes d'un crash d'avion. Des pieds ont été associés à des personnes présumées décédées ou disparues. D'autres demeurent non identifiées. Pour élucider le mystère de ces pieds, chercheurs et autorités ont collaboré afin de comprendre le comportement du corps humain sous l'eau. National Geographic a rapporté que lorsqu'une personne se noie dans l'océan, son corps est rapidement dévoré par la faune marine une fois au fond, ses parties étant vite séparées. La mer Salish a des vents forts et des courants, ce qui facilite le transport des pieds démembrés vers les rivages. Vous vous demandez peut-être pourquoi seuls les pieds atteignent les rivages et pas les autres parties du corps. Les pieds ont été trouvés dans des chaussures de sport qui ont une grande flottabilité. Si des poches d'air se retrouvent piégées dans les chaussures, elles flottent facilement et s'échouent sur le rivage. Au début de 2023, un pied dans une botte de randonnée a été trouvé sur les rivages et correspondait à un pêcheur disparu il y a 25 ans. Pourquoi un pied serait-il découvert 25 ans plus tard ? L'Institut fédéral des sciences océaniques affirme que la région de la mer de Salish a beaucoup de recirculation, grâce à laquelle les courants de marée pourraient bien garder des objets flottants en recirculation dans le système pendant des années avant qu'ils ne soient découverts. Le corps de Claudine Didi Blancard a été découvert en juin 2015 par la police dans sa maison à Springfield, quelques jours après sa mort. Son corps présentait plusieurs blessures par arme blanche et était allongé dans une mare de sang. Mais qu'est-ce qui rend son cas intéressant ? Didi avait une fille nommée Gypsy Rose, née en 1991, qui semblait souffrir de conditions chroniques comme la leucémie, l'asthme, la dystrophie musculaire et une faible capacité mentale due à une naissance prématurée. À 8 ans, Didi a commencé à inventer des problèmes de santé inexistants chez Gypsy, lui imposant l'utilisation d'un déambulateur puis d'un fauteuil roulant malgré sa bonne santé. Pourquoi a-t-elle dit que tu avais besoin d'un déambulateur ? Elle a dit que j'avais une dystrophie musculaire. Te sentais-tu différent le jour avant que tu n'aies le déambulateur par rapport au jour où tu l'as eu ? Non, monsieur. Tu étais capable de courir partout ? Oui, à peu près. Et est-ce que tu oubliais de le prendre et courais dans la cuisine ? Et il y avait des moments où j'oubliais de le prendre et puis je commençais à marcher et puis ma mère me surprenait et me disait « Utilise ton déambulateur ». Didi prétendait que sa fille Gypsy souffrait de diverses maladies, nécessitant une multitude de médicaments, dont des somnifères lorsqu'elle était sous respirateur. Gypsy a également été soumise à une série d'opérations inutiles sous la surveillance de sa mère, y compris l'ablation des glandes salivaires, qui, combinée à de nombreux médicaments, a conduit à l'extraction de ses dents à cause de la carie. Imaginez sa douleur, confinée par sa mère dans un fauteuil roulant bien qu'elle puisse marcher, et constamment nourrie par sonde. Quand les médecins donnaient des diagnostics contradictoires à ceux que Didi voulait, elle arrêtait de les voir et allait ailleurs. Didi était une infirmière formée, donc elle pouvait manipuler le diagnostic et les symptômes à sa guise. Elle a menti à tel point que son mari pensait que leur fille avait un trouble chromosomique causant de nombreux problèmes de santé à Gypsy. Vous savez, et j'ai dit, mec, elle a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe, tu sais ? Et ils avaient quand même fait quelques tests et découvert qu'elle avait un trouble chromosomique qui empêchait le développement de toutes ses fonctions, de son système digestif à son système musculaire. Didi m'a dit qu'elle n'allait pas vivre jusqu'à, 18 ans. Elle pourrait être une adolescente âgée, c'est à peu près tout. Comme le temps l'aurait voulu, la famille proche a remarqué que Gypsy n'avait jamais eu besoin d'un fauteuil roulant et n'avait souffert d'aucune de ses maladies. Cette situation a poussé Didi à déménager avec sa fille et à s'assurer qu'elle ne révèle jamais sa condition à quiconque. Grâce à cet engagement, Gypsy a reçu l'aide d'organisations caritatives comme Habitat pour l'Humanité, qui lui a fourni une maison adaptée avec des rampes pour fauteuils roulants. Et tout cela pour cette famille, Didi Blanchard et sa fille de 12 ans, Gypsy Rose.
C'est une bénédiction, les gens ont été si gentils avec nous. On se sent enfin chez soi. C'est merveilleux, si beau et joyeux. Vous vous demandez peut-être si les autorités ont déjà attrapé Didi pour ce qu'elle faisait subir à sa fille. Eh bien, elles l'ont fait, mais elle a réussi à les convaincre des maladies de sa fille au fil du temps. Gypsy a rencontré un homme en ligne avec qui elle a comploté comment elle pourrait échapper à sa mère. Elle a réussi à s'enfuir avec l'homme, Zessia, mais Didi l'a rattrapée, ce qui a entraîné sa contention physique et des abus à la maison dans les jours suivants. Cependant, en 2015, elle a rencontré Nicolas Gotschul sur un site de rencontres chrétiens. Elle lui a confié les actions de sa mère et lui a demandé de l'aider à tuer Didi juste pour qu'ils puissent être ensemble. En juin, Nicolas a exécuté leur plan comme prévu. Il est venu chez eux à tuer Didi pendant que Gypsy, les oreilles couvertes, se cachait dans la salle de bain. Ils ont ensuite abandonné le corps de sa mère et se sont installés chez Nicolas dans le Wisconsin. Dans les jours qui ont suivi, Gypsy a vu qu'il postait des messages étranges sur Facebook, dont un disant que Béa est mort. Les voisins de Didi ayant vu le post ont appelé la police. Ils ont alors découvert son corps dans la chambre. Cette pauvre femme n'avait rien fait d'autre que de donner sa vie pour son enfant et n'avait fait qu'aimer tout le monde autour d'elle. Je ne pouvais penser à personne qui voudrait causer du tort à Didi et Gypsy. Gypsy et Nicolas ont été arrêtés pour le crime. Elle a avoué avoir posté un message troublant sur Facebook pour que le corps de sa mère soit découvert, comme elle le souhaitait. En 2018, un jury du Missouri a condamné Nicolas à la prison à vie sans libération conditionnelle et Gypsy à 10 ans de prison jusqu'en 2021. Tamara Samsonova, âgée de 68 ans, est apparue en juillet 2015 lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir ôté la vie de Valentina Nikolaevna Ulanova, âgée de 79 ans. En mars 2015, la maison de Tamara était en rénovation, donc un ami commun a demandé à Valentina de l'héberger pour un moment, ce qu'elle a accepté. Samsonova semblait apprécier de vivre dans la maison d'Ulanova et ne voulait pas retourner chez elle malgré les demandes d'Ulanova qu'elle le fasse, car la relation devenait tendue avec le temps. En juillet, Samsonova s'est rendue à Pouchkine et a obtenu un médicament sur ordonnance qu'elle a mis 50 pilules dans une salade que Ulanova a mangée. Lorsque Ulanova a consommé la salade dans la nuit du 23e juillet, elle est décédée dans la cuisine. Samsonova a ensuite démembré le corps à l'aide de couteaux et d'une scie et a emballé les parties du corps dans des sacs poubelles qu'elle a jetés dans un étang près de la maison d'Ulanova. Quelques jours plus tard, un couple promenait leur chien sur les sentiers entourant l'étang et le chien les a conduits jusqu'au sac poubelle. Les autorités, impliquées dans la récupération des parties du corps, ont mené une enquête de voisinage sur les personnes disparues, les conduisant à la maison où séjournait le duo. Un rapide examen de la pièce a confirmé que le crime s'était déroulé dans la maison avec la découverte de restes humains. Samsonova a immédiatement dit à l'officier enquêteur qu'Ilenova l'avait insultée et elle a choisi de mettre fin à sa vie. Suite à l'arrestation de Samsonova, des fouilles supplémentaires dans sa chambre et la maison rénovée ont permis de découvrir plusieurs journaux relatant ses crimes. Dans une entrée, elle a précisément indiqué ce qu'elle avait fait et où elle avait caché les parties. D'autres entrées ont été trouvées, mais celle décrivant sa vie avec Alenova était particulièrement intéressante. Elle a commencé par dire qu'elle était attachée à Alenova et qu'elle aimait rester avec elle, donc elle ne voulait pas retourner chez elle. Dans le cadre de sa confession, elle a emmené les officiers enquêteurs à la maison d'Alenova et leur a montré comment elle avait découpé le corps d'Alenova en morceaux et les avait enveloppés dans des rideaux de douche en utilisant un corps factice. Elle a également prétendu que Ulanova était trop lourde, alors elle a jeté certaines parties dans l'arrière-cour, puis a acheté la tête et les mains dans une casserole, puis les a jetées à la poubelle qui avait déjà été ramassée par le service de la ville. Les images de la caméra de sécurité révèlent Samsonova transportant des sacs en plastique hors de la maison à plusieurs reprises, renforçant les soupçons à son encontre. On soupçonne également que Samsonova ait pris la vie de son mari et se soit débarrassée du corps, mais aucune preuve n'a encore été trouvée. Et elle a signalé sa disparition aux autorités en l'an 2000, affirmant qu'il s'était enfui avec une autre femme. Les efforts de recherche n'ont donné aucun résultat, et l'affaire a finalement été abandonnée. Avant de déménager dans la maison d'Ulanova, Samsonova louait une chambre dans son appartement, mais les voisins ont déclaré que les colocataires déménageaient plus tôt que prévu. Samsonova a avoué avoir pris 13 vies, principalement dans des affaires non résolues. Ses entrées de journal ont aidé à résoudre ces affaires, passant plus de 12 ans avant la date de son arrestation. Elle a aussi avoué avoir mangé les poumons de ses victimes. Lors de sa condamnation, elle a envoyé des baisers aux journalistes présents et leur a dit qu'elle n'était pas contente de leur présence, car ses voisins et sa ville sauraient ce qu'elle avait fait. Elle a été condamnée à perpétuité dans un hôpital psychiatrique.
Michael a été arrêté en 2013 en Caroline du Nord, aux États-Unis, pour tentative de meurtre d'un gendarme de Caroline du Nord et condamné à 24 ans. Avant cette tentative de fusillade, Michael, un fugitif et nuisible, était déjà recherché pour violation de sa libération conditionnelle. Lors de sa 4e année d'incarcération en 2017, lui et 3 autres détenus ont tué 4 gardiens de prison utilisant seulement des marteaux et des ciseaux. Michael, aux côtés des détenus Jonathan Monk, Weiss Sobuman et Seth Frazier, les a poignardés et les a matraqués alors qu'ils tentèrent de s'échapper. Les victimes étaient de Madame Veronica Darden, la directrice de l'entreprise correctionnelle, les officiers Justin Smith et Wendy Shannon et Geoffrey Hove, un ouvrier d'entretien. Ils ont été découverts pendant l'évasion par un officier de correction qu'ils ont immédiatement attaqué avec les 3 autres témoins. Selon le rapport d'autopsie, les victimes avaient subi beaucoup de dommages sur leur corps. Après l'attaque, Mikasa a provoqué un incendie dans la boutique poursuivie pour distraire les gardes et continuer la tentative. Lors de ses audiences, il a déclaré au tribunal être contrarié par sa peine de 24 ans et ne pas voir ce qu'il avait à perdre en essayant de s'évader de prison. Il a également avoué à l'officier enquêteur qu'il avait commencé à planifier son évasion depuis le jour où il a atterri dans l'institution. Et en bref, il a été affecté à travailler à l'entrepôt pour accéder aux outils et comprendre les voies de sortie de la prison. Les images du tribunal montrent Brady souriant en partageant les détails horrifiants de ses crimes sur ses victimes sans aucun remords apparent. Je suis ici pour dire la vérité. Demandez-moi ce que vous voulez, je dirai la vérité. Comment c'était, que ça me fasse mal, que ça m'aide, ne m'en soucie pas. Et monsieur, vous ne croyez pas à vos vues folles? Non. Je ne pense pas que je suis fou, non. Et vous savez faire la différence entre le bien et le mal? Oui. Donc, vous savez que le meurtre est le mal? Le meurtre est un autre nom pour la mort, mais oui. Quand il a été décidé qu'il avait reçu la peine capitale, il n'a pas tressailli ni montré aucune forme d'émotion et a été emmené à la prison centrale de Raleigh. En 2019, il a été transféré à la pénitentiaire américaine Big Sandy à Enos, Kentucky, par mesure de sécurité. Une semaine après sa condamnation, il a tenté de s'évader en sautant par-dessus la clôture de la prison, mais a été capturé avant de pouvoir s'échapper. En 2018, Michael avait été condamné pour 10 autres crimes en prison. Le crime atroce contre les 4 officiers est considéré comme la tentative d'évasion de prison la plus meurtrière de l'histoire de la Caroline du Nord. Sa défense continue de faire appel de ces condamnations. Il est donc destiné à passer plusieurs années dans le système correctionnel avant son exécution. La défense souligne l'éducation et la surveillance constante à la prison de Pasquotank comme des facteurs pesants sur la santé mentale de l'accusé afin d'obtenir une peine réduite. D'une certaine façon, Brady semble avoir un penchant pour ôter la vie d'autrui. Il ne rate jamais une occasion d'ôter la vie à autrui. Je n'ai pas téléchargé de vidéo dans ce format depuis longtemps. Si vous êtes nouveau, regardez le premier épisode ici. Merci à tous les soutiens sur Patreon, c'est très apprécié.